Bonjour et bienvenue dans cette première édition de l'émission hebdomadaire de Fréquence. Il y a encore un conflit sur le nom. Nous avons pensé par exemple à Fréquence Hebdo, mais allons-nous réussir à tenir le rythme? Pour rester dans cette idée-là, pourquoi pas parler de Fréquence régular? Parce que Fréquence régulier c'est assez moche, ou régulier Fréquence aussi. Mais Fréquence régular c'est pas très anglais, donc plutôt Regular Fréquence. Et en plus, Regular Frequency, on peut trouver d'autres sens, comme Regular Frequency. Un condensé de ce que Frequency peut nous proposer. Donc nous allons commencer cette émission en disant qu'elle s'appelle Regular Frequency, en sachant que ce nom-là peut changer à tout moment. Pour commencer, parlons des actualités. En premier lieu, les actualités relatives à l'ENS. Premièrement, la nouvelle la plus importante est que ce jeudi, les élections au conseil d'administration, au conseil de la vie étudiante et au conseil scientifique ont lieu. Le conseil d'administration est la principale instance de décision de l'ENS. Le CVE est également une instance a priori consultative et qui s'occupe de tout ce qui est vie étudiante, vie associative, bien-être, étudiant, et ainsi de suite. C'est notamment elle qui permet d'apporter des subventions aux différentes associations et clubs de l'école. Et le conseil scientifique ne nous concerne pas vraiment en tant qu'élèves, donc nous n'allons pas en parler. Cette année, 2 listes se présentent au conseil d'administration. La liste engagée pour les normaliens et les normaliennes, et la liste des normaliens et normaliennes, une voix, 2 campus. Allez bien voter ce jeudi 15 novembre au Hall Villon, de 10h à 19h30, parce que votre voix compte plus que jamais, et il est de notre devoir de s'impliquer pleinement dans la vie de l'école et les décisions prises. Dans une autre nouvelle qui nous intéresse particulièrement, les inter-ENS approchent à grands pas. Ce week-end, nous allons à Lyon pour affronter les autres ENS de France et d'ailleurs, donc notamment d'Italie, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc cette année, l'ENS Cachan va-t-elle réussir à décrocher un ou plusieurs trophées? Le trophée de l'ambiance est en bonne voie pour arriver à Cachan, sachant que l'ENS Lyon ne peut pas le remporter. Pour les autres trophées, nous dirons que la compétition est encore ouverte. Sortons un peu du campus et parlons d'actualités plus générales. Les Football Leaks sont des documents confidentiels qui ont été révélés et analysés par Mediapart et d'autres journaux européens. Et nous y apprenons plusieurs choses bien surprenantes. Et le scoop majeur, pour l'instant, concerne un fichage ethnique au Paris Saint-Germain, dans lequel des joueurs ont pu être refusés à cause de leur ethnicité, de leur couleur de peau. Cela pose effectivement un grand nombre de problèmes. Et le football où le racisme semble être absent, où nous vantons toujours la France black blanc beurre, où nous avons félicité et célébré la Coupe du Monde apportée par une équipe de France diverse et plurielle, nous remarquons qu'en fait ce n'est pas le cas et qu'il existe encore des choses à corriger et à régler. Dans une information peut-être plus amusante, nous apprenons que Neymar touche près de 300 000 € par mois pour applaudir notamment les spectateurs en fin de match. Plus sérieux à présent, à l'occasion du 11 novembre et du centenaire de l'armistice, de la Première Guerre mondiale, la France a reçu un grand nombre de chefs d'État pour les commémorations. Nous nous réjouissons qu'il y ait une telle célébration de la paix dans un monde où la guerre est très présente. Nous pensons par exemple au Congo ou au Soudan, ou au Yémen, qui traverse une très grande crise humanitaire, à la Syrie, qui est en guerre civile depuis des années, et à d'autres régions du monde qui ne connaissent de la paix que le nom. Cependant, à l'occasion du 11 novembre, le président Macron a invité le président américain Donald Trump. Le contraire aurait d'ailleurs été inenvisageable, mais sa venue a quand même été décriée. Le plus surprenant reste quand même les tweets de Emmanuel Macron, à l'occasion de sa rencontre avec Trump, qui disent « Nous avons décidé, le président Trump et moi-même, de travailler ensemble à la stabilité du Moyen-Orient, ce qui aura des conséquences positives sur le prix du pétrole. » Dans un deuxième tweet, il dit «
Nous avons eu avec le président Trump une conversation fructueuse et dense sur la lutte contre le terrorisme, la défense européenne, l'Iran, la Syrie, le Golfe, la Libye et beaucoup d'autres sujets d'intérêt commun pour la France et les États-Unis. Ces tweets interpellent véritablement, car on lit directement notre intervention au Moyen-Orient, par exemple, au prix du pétrole, et on ne cache pas que toutes les interventions militaires ne sont que le fruit d'intérêts et de calculs politiciens et non altruistes. Après ces propos, il y a environ une semaine sur le maréchal Pétain et ces tweets-là, nous nous demandons que se passe-t-il dans la communication du président Emmanuel Macron qui semble véritablement en crise. Donc, à présent, j'accueille Marine, qui va nous parler dans sa rubrique scientifique d'astronomie et de la maladie d'Alzheimer. Et oui, parce que des études récentes sont sorties, notamment concernant le lien entre les magnétites, les nanoparticules de magnétite et Alzheimer. En effet, en 2016, une étude a montré que des nanoparticules de magnétite issues de la pollution que l'on inhalait pouvaient pénétrer dans le cerveau et peut-être présenter un risque pour la santé et en particulier pour Alzheimer, puisque l'on sait que ces nanoparticules de magnétite pouvaient réagir avec des protéines, les peptides amyloïdes, qui jouent un rôle dans la maladie d'Alzheimer, puisque pour la maladie d'Alzheimer, ces peptides, qui sont des protéines, s'accumulent en forme de plaques et peuvent se lier aux métaux, notamment le cuivre et le fer. Or, les nanoparticules de magnétite sont issues du fer. Donc il y avait ce risque qui a été mis en évidence en 2016 et on se demandait si celle-ci pouvait provoquer des réactions chimiques induisant un stress oxydant pour les neurones. Or, en une récente étude qui a fait l'objet d'un communiqué de presse du CNRS, a montré que dans le corps humain, dans les conditions de pH et les conditions physiologiques du corps humain, la magnétite est inerte et ne peut donc pas se lier aux peptides amyloïdes. On n'a donc pas de risque. Le lien entre les nanoparticules de magnétite et la maladie d'Alzheimer a été écarté. Donc c'est une cause en moins que l'on a pu écarter, mais de nombreuses recherches restent encore à mener sur cette maladie qui est au centre de la recherche actuelle en médecine. Je vais maintenant vous parler de Cassini. Donc la sonde Cassini, c'est issu d'une collaboration entre les États-Unis et l'Europe afin d'étudier Saturne. Vous en avez sûrement tous entendu parler. Cette sonde a été envoyée en 1997 pour l'étude de Saturne, notamment l'étude de l'atmosphère de Saturne, de sa magnétosphère et de ses anneaux, ainsi que des satellites, notamment grâce à la libération de la sonde Huygens. Alors on sait tous, ou pas, mais vous allez bientôt le savoir, que cette sonde a été vaporisée l'année dernière dans l'atmosphère de Saturne, ceci afin de détruire complètement la sonde et de ne laisser aucun microbe ou déchet provenant de la Terre. Donc pourquoi est-ce que je vous en parle ? Juste avant sa destruction, elle a envoyé une salve d'infos et ces infos ont donné lieu à des découvertes intéressantes qui viennent juste d'être expliquées dans des articles de septembre et d'octobre. Donc je vais revenir sur deux publications. Alors la première publication concerne la découverte de tempêtes de poussière sur Titan, qui est un satellite de Saturne. Des tempêtes de poussière qui ont lieu à l'équateur, jusqu'à 10 km d'altitude, ce qui fait que Mars et la Terre ne sont plus les seules planètes à héberger de tels phénomènes. Donc ces phénomènes, comment ont-ils été observés ? C'est grâce à un spectro-imageur, donc ça associe à une image son spectre, dans le visible et l'infrarouge, où on a remarqué des sursauts de brillance dans l'infrarouge. Donc c'est pas rare d'avoir des sursauts de brillance dans l'infrarouge sur des images de Titan. Et ces sursauts sont en majorité dus à des nuages d'hydrocarbures qui sont répertoriés. Mais on a remarqué que certains sursauts avaient une couleur, une localisation, une durée et un jour d'apparition inhabituel, puisqu'ils se situaient dans les dunes équatoriales, étaient plutôt rosés, duraient entre 11 heures et 5 semaines terrestres, et se situaient à l'équinoxe. Et ceci marque la marque de nuages de poussière
de composition exacte encore inconnue, mais on sait qu'ils sont formés de carbone, d'hydrogène et d'azote. Et la grosse surprise, ça a surtout été que ces nuages de poussière peuvent aller jusqu'à 10 km. Ceci implique des vents assez forts qui sont évalués à 7,2 km/h à peu près. Et c'est des vents d'une intensité 5 fois plus importante que ceux mesurés précédemment par Huygens, et supérieurs aux prédictions qui avaient été faites. Et donc, on est encore incertain sur la cause. Donc ça reste encore quelque chose à expliquer. Maintenant qu'on a découvert, il faut trouver exactement la cause exacte. Mais c'est probablement dû à des orages de méthane qui arrivent aussi sur Terre. Donc ce sont des orages très violents qui pourraient arriver à soulever ces poussières jusqu'à 10 km d'altitude. Le deuxième article qui a été publié montre l'existence d'un vertex à plus de 300 km d'altitude au-dessus du pôle nord de Saturne. Donc, on va se dire, en 1980, Voyager 1 avait déjà observé un vertex au-dessus du pôle nord en forme d'hexagone, mais celui-ci, en fait, se situe au-dessus de cet hexagone. Il se situe à 300 km d'altitude au-dessus de l'hexagone déjà connu. Il a encore été repéré grâce au spectre infrarouge, et ça permet notamment d'avoir une carte de la température de la moyenne atmosphère. Donc celui du bas est bien expliqué par des courants, par des phénomènes de convection avec des courants à 300 km/h, même si la stabilité n'est pas encore bien connue, on a soulevé donc un deuxième problème, puisqu'on ne sait pas comment c'est possible d'avoir cet hexagone à 300 km d'altitude au-dessus de l'autre. Donc on a de nombreuses données qui ont été données, que Cassini nous a données, mais qui restent à exploiter, et on commence juste à découvrir les phénomènes. Il va falloir les expliquer, il reste encore beaucoup de travail. D'accord, merci beaucoup Marine pour cette chronique scientifique qui nous a éclairé sur pas mal de sujets. Donc maintenant, place à la revue de presse. Bonjour à tous, on se retrouve pour une revue de presse ni exhaustive ni objective de l'actualité de la semaine qui vient de passer. Aujourd'hui, on prendra une temporalité un peu plus grande parce que c'est la première que je réalise. Il s'agira de vous parler d'articles qui m'ont interpellé, qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont surprise ou énervé avec sincérité, ironie et un peu de cynisme. On essaiera de ratisser large en termes d'orientation politique des journaux chaque semaine. Donc pour la rubrique économie, le premier article dont je souhaite vous parler s'intitule « La France et ses millionnaires ». Et oui, nous entendons souvent parler des grévistes, des travailleurs précaires, des chômeurs, et si on s'intéressait un peu à ce qu'on pourrait appeler le haut du panier. Eh bien, on apprend dans cet article que le monde s'enrichit, pour citer dans le texte, c'est-à-dire que l'économie mondiale a généré 227 000 milliards d'euros entre 2017 et 2018. Donc rapporté aux 5 milliards d'adultes sur Terre, ça fait quelque chose comme 63 000 $ par tête. Mais ne nous l'aurons pas, ces sommes ne sont évidemment pas partagées de manière arithmétique entre les individus. Par exemple, les États-Unis concentrent un tiers de la fortune mondiale et captent 40% de sa croissance. Mais alors, qui sont les millionnaires dont on nous parle dans le titre ? Eh bien, nous apprenons aussi dans cet article du Monde que la France est le pays qui compte la plus forte progression de millionnaires en 2018. De quoi nous faire tous rêver. Un deuxième article économique pour cette première revue de presse qui traite d'un sujet un peu original, à savoir la blockchain et les monnaies virtuelles telles que le Bitcoin. Il s'agit d'un article en accès libre sur le site Project Syndicate, que je vous conseille pour les articles économiques, intitulé « Le grand mensonge de la blockchain ». L'auteur part d'un constat. La valeur du Bitcoin a chuté d'environ 70% en moins d'1 an. Puis il s'interroge sur les processus qui sous-tendent cette monnaie et va jusqu'à dire qu'il s'agit de la technologie la plus surfaite et la moins utile de l'histoire humaine. Si la blockchain évoquait un monde idéal dans lequel les activités économiques seraient libérées d'institutions et de centralisation, force est de constater que cette assertion ne résiste pas à un examen empirique pour l'auteur. En effet, la blockchain n'aurait rien à voir avec la décentralisation et la démocratie, et derrière ces idéaux se cache une course au profit entre une poignée d'hommes blancs. Il explique qu'un groupe restreint de sociétés contrôle les 3/4 de l'activité de crypto-minage et font régulièrement grimper les coûts de transaction pour augmenter leur propre marge de profit. Qui détient le code et l'algorithme détient le pouvoir. Passons maintenant à la rubrique politique. La semaine dernière, le mot remaniement était sur toutes les bouches, dans tous les médias, et le suspense était à son comble. Il faut que tout change pour que rien ne change, nous disait Lampedusa, et c'est bien le cas. Libération a beau titrer le 16 octobre dernier « Remaniement, 4 sortants, 8 entrants, 6 changements », on peine à voir de véritables changements qu'on n'aurait de toute manière pas osé espérer.
On apprend dans cet article qu'Emmanuel Macron a déclaré à propos de l'écologie « Il faut changer nos façons de produire, de nous déplacer. Dans les semaines à venir, des décisions historiques seront prises. » La première décision, dont on doute qu'elle marque positivement les pages de l'histoire, a été de nommer la directrice des affaires publiques de Danone, Emmanuelle Wargon, au poste de secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Elle avait notamment fait un petit buzz lorsqu'elle s'était déclarée pour l'utilisation de l'huile de palme dans les laits infantiles aux rencontres économiques d'Aix en juillet, alors même jusqu'à dire que ça en était le meilleur ingrédient. Nous avons hâte de voir ce que cela donne au gouvernement. Pour oublier nos malheurs et les futures catastrophes écologiques, penchons-nous sur la rubrique culture. Le Figaro consacre un article à Banksy, le célèbre graffeur qui a fait des émules avec l'autodestruction d'une de ses œuvres lors d'une vente aux enchères le 5 octobre dernier. Intitulé « Le coup de Banksy, des chiffres qui donnent le tournis et une leçon », l'auteur revient sur ce qu'il appelle le coup d'éclat de l'artiste, à savoir se jouer des codes de la marchandisation, de l'art, tout en les maîtrisant parfaitement. En effet, Banksy assure avoir lui-même piégé l'œuvre avec un mécanisme il y a quelques années, au cas où elle serait vendue aux enchères. L'article du Figaro célèbre un rire sardonique, moqueur, de génie, qui signe sans doute une fois de plus l'ironie perpétuelle de l'artiste. Et son génie. Ironie perpétuelle de l'artiste qui lui permet surtout d'empocher un sacré pactole après une telle opération et qui interroge les fonctionnements du marché de l'art. Si certains voient dans cette démarche une dénonciation par l'artiste de ces mêmes travers, il ne faut pas oublier la position dominante de Banksy dans le domaine de l'art. Nous complétons donc l'analyse dithyrambique du Figaro par une phrase de l'Irish Times. En nourrissant la main qu'il mord, on ne peut s'empêcher de penser que Banksy est un rebelle sans cause ni même aucune intention. Le dernier article dont je souhaite vous faire part porte sur l'écologie. Il provient du Monde diplomatique d'octobre et s'intitule « Sous prétexte d'innovation » au sein d'un dossier plus large que je vous conseille grandement, le Grand Paris ou le Grand Pactole des bétonneurs. Les auteurs reviennent sur le projet du Grand Paris dans lequel Saclay s'inscrit notamment. Ce projet, nous dit-on, réjouit les entreprises de BTP. En effet, le plateau de Saclay, terre jusqu'alors vierge de construction, devient un véritable Eldorado du BTP avec l'octroiement de permis de construire, alors même que ce sol est une des terres les plus fertiles de France. Les auteurs de l'article s'intéressent à un collectif intitulé Saclay Citoyen qui dénonce l'absence de transparence et de consultation citoyenne dans ce projet dépassant les 300 millions d'euros d'investissement. L'argument de l'innovation, du rayonnement de la France à l'étranger et dans le champ académique éclipse les nombreux risques de ce projet et les risques qu'il fait peser notamment sur l'environnement et l'agriculture. À quand la ZAD de Saclay ? Donc, je vous rappelle que tous les articles dont je vous ai parlé sont disponibles soit en accès libre sur les sites des journaux, soit sur le site Europresse auquel vous avez accès avec vos codes cachants. Merci beaucoup pour cette magnifique revue et à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse. À la semaine prochaine. Bonjour Charlène et bienvenue dans notre émission hebdomadaire. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas nous présenter la première recette de la semaine. Oui, c'est ça, exactement. Donc, je vais vous présenter une recette à base de lentilles, carottes et oignons. Donc, très facile à réaliser, sans four. Donc, très pratique pour les étudiants qui sont sur le campus. D'accord, très bien. On a hâte d'écouter ça. La chaleur s'est estompée, le froid est arrivé. Donc, pour se remettre un peu de beau moral, rien de tel qu'un bon repas. Retrouver le sourire grâce à une assiette bien colorée et surtout très goûteuse. Ce n'est pas si compliqué. Il y a quelques recettes automnales qui vous aideront à apprécier cette saison. Les couleurs chaudes de l'automne vous réchaufferont de l'intérieur. C'est la saison donc des veloutés au potimarron, des soupes de carottes pour un plein de légumes dorés. Donc, je vais vous proposer une recette d'un plat traditionnel aux lentilles et aux carottes. Ce qu'il vous faut, il vous faut 500 g de lentilles vertes, 5 carottes, 2 oignons, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de thym, du sel, du poivre. Alors pour commencer, il faut rincer les lentilles à l'eau froide, ensuite vous épluchez les carottes et les oignons, vous coupez les carottes finement et émincez les oignons, puis vous faites revenir les oignons avec de l'huile d'olive et ensuite vous versez les lentilles dans une casserole et vous les recouvrez d'eau froide. Vous ajoutez les carottes et le thym, vous couvrez et laissez mijoter pendant 30 minutes, vous salez, vous poivrez et ensuite c'est prêt. Voilà, bonne dégustation. Merci Charlène. Nous allons passer maintenant à la chronique ciné avec Jean. De quel film vas-tu nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on va parler de cinéma, on va parler de films. On parlera de 3 films, donc 2 sortis avant les vacances et 1 sorti cette semaine. On parlera tout d'abord de First Man, le dernier film de Damien Chazelle.
un biopic sur la vie de Neil Armstrong, puis The Predator de Shane Black, le dernier film de la franchise extraterrestre, et enfin En Liberté, un film français sorti cette semaine et réalisé par Pierre Salvadori, qui suit les tribulations d'une policière et d'un condamné innocent qui sort de prison. Donc un programme relativement varié et plutôt relativement bon. Donc on va parler de First Man d'abord, donc film réalisé par Damien Chazelle, qui est le réalisateur acclamé de Whiplash et La La Land. Donc ces deux précédents films où il traitait surtout de la musique et du jazz, et donc là il lâche complètement le sujet pour parler de science, d'aventure, de dépassement. Le rôle principal, Neil Armstrong, est interprété par Ryan Gosling. Donc Ryan Gosling qui jouait déjà dans La La Land, mais ici ne joue pas un excentrique nostalgique, mélancolique, mais plutôt un homme résigné qui est déterminé à aller au bout de sa mission. Donc il compose son rôle aux côtés de Claire Foy, qui joue Janet Chiron, sa femme, la femme du coup de Neil Armstrong. Donc Claire Foy qu'on a déjà pu voir cet été par exemple, dans le film Paranoia de Soderbergh. Donc l'histoire est celle de Neil Armstrong depuis la mort de sa fille jusqu'aux environs de son voyage vers la Lune, si on passe les détails de la fin pour ne pas donner de surprise. Et le scénario est adapté de la biographie First Man, The Life of Neil Armstrong, écrit par James R. Hansen. Et on suit donc, au travers du regard d'Armstrong, toujours très près de lui, toujours avec lui, les différentes étapes du projet Apollo, jusqu'à l'aboutissement qui consistait à envoyer des humains sur la Lune. Donc ici c'est donc bien un biopic qui suit le personnage de Neil Armstrong pour comprendre les enjeux chez les hommes, enfin chez l'homme, ici Neil Armstrong, qui mène jusqu'à ce moment historique. Plusieurs problèmes s'entremêlent donc à l'écran et ont tous pour centre ce cobaye humain qui sera l'outil majeur de cette prouesse technologique. On a donc d'abord un film sur l'homme Neil Armstrong et l'impact psychologique qu'on fait subir à cet homme pour arriver à cette mission, les décès, la mort de son enfant, la mort de ses amis, la relation avec sa famille, avec sa femme. Ce côté du film est très proche de ce qu'on peut voir dans d'autres films, tout le lien entre l'éloignement de l'homme avec la famille, le regret qu'il a de ne pas passer le temps nécessaire avec sa femme qui s'éloigne de lui, mais son projet qui le continue à mener à bien. Et donc il est très proche des films, comme on peut voir, de la forme dont cela est filmé, et proche de celle qu'on peut voir dans les films de Malick, par exemple, dans The Tree of Life. Je pense à des scènes de chamaillerie, par exemple, entre le père et les enfants, une mère tolérante qui sourit aux bêtises de ses enfants, de son mari. Mais le film passe un peu à côté de cet aspect-là, de cet aspect un peu plus sentimental, et réussit beaucoup plus dans l'aspect qui est la représentation, l'aspect scientifique et historique, et qui est du coup à l'écran la représentation de la folie totale du projet. On voit Neil comme un acharné, un travailleur, un forcené, qui subit des tests physiques surhumains, qui souffre constamment, qui perd un à un ses familles, avec lesquelles on teste des dispositifs spatiaux jamais testés avant. Donc c'est un véritable cobaye, et donc on filme très très bien tous ces moments d'intense effort humain. Surtout par exemple dans les scènes de décollage et d'atterrissage, j'ai jamais vu des scènes aussi intenses au cinéma. Donc avec une saturation atroce de son, on a l'impression qu'à chaque instant la cabine dans laquelle ils sont pour traverser l'atmosphère va exploser. Et donc tout au long du film, on est proche de cet homme et l'intensité de ces passages très forts, donc qui sont la mort de ses proches ou les passages dans l'espace, les décollages, les voyages en vaisseau, laissent place de temps en temps à travers un morceau, une ouverture de hublot à des séquences poétiques où on voit la Terre, l'espace, pendant un instant, ou le silence de l'espace, qui sont légèrement dosés du coup à l'échelle de l'homme, à l'échelle de Neil Armstrong, et qui continuent à faire rêver le spectateur pendant le film. Donc c'est donc un très bon film qui fait vraiment rêver. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le dévouement de Neil Armstrong à sa mission? Donc dans le film, on va dire. Dans le film. Ok.
Donc dans le film, ce qui est marquant, c'est que on a l'impression que dès le début, rien ne va arrêter Neil Armstrong, en fait, qu'il continue sans laisser aucun obstacle le bousculer à continuer à suivre ce que lui ordonnent ses supérieurs, malgré la mort de ses plus proches amis, de sa fille au tout début. C'est juste après la mort de sa fille qu'il va postuler pour le programme Apollo, pour y participer. Et quand les directeurs de ce programme lui demandent si ça aura un impact, il dit bien sûr que ça en aura un impact, mais voilà, moi je veux continuer. Donc il a l'air d'être une véritable machine, et d'ailleurs il joue sans laisser paraître aucune émotion presque sur son visage, ce qui convient assez bien. D'accord, et donc est-ce que c'est assez différent d'un film comme Seul sur Mars par exemple, où c'était... Alors oui, c'est pas du tout le même registre. Ici on est vraiment focalisé sur un homme. Dans Seul sur Mars on était focalisé sur Matt Damon, on peut dire. Mais ici c'est pas, il doit pas se sauver d'une situation, c'est plutôt on suit l'impact que toute cet énorme dispositif qui est amener un homme sur la Lune a sur le personnage, comment tout ça l'écrase et comment il continue malgré cela à tracer son chemin et à accomplir ce qu'on lui demande. Du coup, c'est beaucoup plus focalisé sur l'humain, et on peut peut-être même faire des parallèles. On n'a pas du tout une glorification du personnage comme un héros. C'est plus comment on observe vraiment les impacts sur ce personnage de tout ce qui se passe, et de la folie vraiment de ce dispositif. Au moment des décollages, Neil Armstrong, on se rend compte qu'il continue à faire des calculs, à activer des boutons. Sans lui, le vaisseau il va à l'autre bout de l'espace, et pendant ce temps-là il subit c'est atroce le son que ça libère quand il passe l'atmosphère, quand il va vers la Lune, il doit tout gérer tout seul. Ça semble complètement surhumain. Ouais, ça c'est impressionnant, et je pense que c'est assez général avec les astronautes, c'est que quand ils vont dans l'espace, ils ont plusieurs missions à gérer, ils ont toujours une double casquette, et en fait ils sont indispensables à la survie du vaisseau, quoi. Sinon, je veux dire, chacun est absolument vital. Ouais, exactement. C'est pas du tout, on peut penser que c'est complètement calculé, mais dans le film on voit très bien que c'est du pur hasard. La NASA donne tous les outils à l'humain pour aller à la Lune, mais eux ils gèrent rien du tout. Ouais, je vois. Et du coup, ce côté humain, peut-être que ça nous fait penser aux autres films de Damien Chazelle, surtout Whiplash, où on voyait, on est entré dans la lutte peut-être du jeune batteur, et donc là c'est peut-être un peu la même chose. Ouais. Ça va un peu loin. Je sais pas trop, ouais. Oui, dans Whiplash, je pense que c'est des films plus personnels. Je crois que Damien Chazelle a une expérience avec le jazz, donc je pense qu'il voulait les rêves qu'on essaye d'accomplir et qui parfois ne se réalisent pas vraiment. Ouais, effectivement. Mais là le film, il y a des côtés donc plus réussis, comme ce côté complètement fou du projet, qui est vraiment bien retranscrit, mais les côtés plus humains sont un peu plus lourds quand même, et moins novateurs que ce qu'on a pu voir dans d'autres films. D'accord, très bien. Du coup, on va passer au deuxième film. Ensuite, on a vu Predator, qui est également sorti la semaine dernière. Donc The Predator, un film de Shane Black. Le film constitue un séquel, au film précédent. Donc il y avait le premier Predator en 87 et Alien vs Predator ensuite. Et son histoire se place dans la continuité chronologique de ces deux films. Donc Shane Black, réalisateur, il avait réalisé The Nice Guy en 2016 d'ailleurs, comme La La Land, je crois, c'était sorti en même temps à peu près. Donc là, il se retrouve aussi avec Damien Chazelle au même moment à peu près. Donc le registre ici est quand même un peu moins humain que dans un autre film qui parle de l'espace, un peu comme First Man. Et ici, c'est pas du tout les humains qui essayent d'aller découvrir quelque chose, mais plutôt les aliens qui viennent sur Terre pour semer la pagaille chez les humains. Donc on subit les conséquences de cette découverte par les prédateurs de la Terre. Donc ici, c'est un prédateur de la même race que celle qui était arrivée la première fois dans le premier film.
qui semble échapper à un assaillant, qui est aussi un prédateur dans l'espace, et qui arrive donc sur Terre pour s'échapper, pour se réfugier. Mais il est découvert par le héros du film, Quinn McKenna, qui est joué ici par Boyd Holbrook. Et Quinn, en fait, quand il découvre cet alien, lui vole une arme pour témoigner de cette découverte, et pour qu'on ne prenne pas pour un fou. Et c'est là que tout tourne mal pour lui, pour les prédateurs et pour l'humanité tout entière. Donc on a donc un film de science-fiction américain, comme beaucoup de films de science-fiction américains en ce moment. On peut penser, récemment il y avait eu Jurassic World, et je crois en ce moment il y a Venom aussi, donc on n'a pas vu. Et donc ici le film reprend également une franchise qui avait eu du succès au XXe siècle, et donc le registre est toujours assez léger, comique, les scènes d'action généreuses, et on retrouve à chaque fois des éléments clés de la franchise. Donc ici c'est surtout le Predator, donc avec sa tête horrible, donc sa double bouche, ses crochets d'insectes, ses énormes griffes, son sang vert, ses dreadlocks, son armure invisible, tout est présent. Et on a surtout, ce qui m'a choqué dans le film, c'est la musique du premier opus qui revient, le thème métallique industriel avec des accès lyriques par moment, et qui change des thèmes habituels qu'on a dans les films américains, les films à budget américains en ce moment, qui sont souvent proches des thèmes on pourrait dire à la Hans Zimmer, avec des gros corps et de la musique électronique pour donner cette continuité du film d'action. Et ici, donc, le terme est beaucoup plus industriel, métallique, et quelquefois il surgit, comme par exemple lors d'une montée en hélicoptère, et c'est assez agréable. Donc ici, on a quantité de situations comiques, contrairement au premier Predator par exemple. Et donc il y a tout un lot de personnages qui est le groupe des internés mentaux. Donc il y a un groupe d'internés mentaux dans le film qui constitue un peu les personnages secondaires et qui sont là, qui sont la clé du divertissement. C'est eux qui mettent l'ambiance, on va dire, dans le film. Donc on a également aussi une relation, une histoire entre un père et un fils, donc avec un fils autiste qui est un génie absolu des sciences, qui prend d'ailleurs en une semaine le fonctionnement des technologies Predator. Et donc cette relation avec un père qui est tireur d'élite et qui ne vit que pour tuer ses cibles. Donc deux personnages vraiment différents, enfin un personnage féminin qui est assez inutile dans le film. Donc on a une surenchère de personnages, de comiques, sur un fond de track qui ressemble à la track dans le premier Predator. Donc le principe du Predator, si vous connaissez pas Predator, c'est l'alien en fait ne vit que pour la chasse et considère les êtres humains comme ses trophées. Donc il est en permanence en train de jouer avec les hommes. Et donc ici on a un joli Glooby Boulga, donc avec cette relation, cette track, le comique. On s'attache jamais à aucune des émotions qu'on nous propose, sauf peut-être le rire qui est une constante relativement stable dans le film. Donc ici on s'attache pas surtout aux hommes et à leur sort comme dans le film précédent First Man. Ici le sort des hommes est d'ailleurs systématiquement cruel. C'est assez frappant comment ils meurent dans d'atroces souffrances. Ils sont découpés, déchirés, éventrés. Mais ici donc la star c'est plutôt le Predator, donc qui est pas du tout un être humain. Et donc ici il est encore plus fort, encore plus dégoulinant, encore plus horrible que jamais. Mais donc malheureusement il est pas aussi terrifiant que ce qu'il a pu être dans les premiers films, si on retire bien sûr son aspect totalement horrible. D'accord, mais rassurez-moi, les humains gagnent quand même à la fin. Alors un humain, 2 humains peut-être gagnent. D'accord. Mais beaucoup de morts. Ok. Et un Predator encore en vie, je crois. Si je me souviens bien. Il a réussi à s'échapper. Ah, mais attends, il faut pas que je le dise là, qu'est-ce que je... Mais voilà. Alors on va dire, il y a plusieurs Predators et plusieurs humains. Voilà. Il y a des humains vivants, des Predators vivants. D'accord. Mais la star c'est le Predator. Hein. Ok. C'est lui le plus beau. Hein. Donc en ressortant, on a eu son lot de dégoût et aussi de rire, j'imagine. Oui, voilà, on va dire ça, ouais. Alors, ouais. Ouais, on retient pas vraiment la relation avec le fils autiste. Ils essayent de mettre ça en avant à un moment et c'est assez ridicule. Ils suggèrent que l'autisme, enfin la clé du
du dénouement est lié au fait que l'autisme serait l'étape ultime de l'évolution de l'espèce humaine. Mhm. Donc voilà. Donc c'est pas très sophistiqué, on va dire, cet aspect-là. D'accord. Et donc en parlant des films de Hans Zimmer, à quoi vous pensiez? Et à la musique, par exemple, enfin, je sais pas, les derniers films, tous les films de Marvel avec la musique qui va être entraînante, musique de films de super-héros. Mhm. Bon, c'est surtout depuis les films de Batman réalisés Nolan? par Nolan, ouais, la musique est souvent dans ce registre-là, Mhm. avec des grands corps, des bons, Mhm. des violons par-dessus, des trucs comme ça, qui D'accord. vont être tout le temps un peu pareils. Là, ici, il est beaucoup plus métallique, plus aigu, il y a moins toutes ces basses, c'est moins vibrant. D'accord. Et ça fait bizarre, ça m'a refait bizarre, parce que j'avais vu Predator la semaine d'avant, juste avant, pour voir le film. Ouais. Et ouais, j'avais été surpris de retrouver ces vieilles musiques lyriques, un peu comme D'accord. les vieilles musiques de Jurassic Park ou des trucs comme ça. En fait, ils ont Et donc là, repris- c'était avec un truc très métallique, un peu comme on a ça aussi comment ça s'appelle, Terminator, Mhm. le film avec Schwarzenegger. D'accord, ouais. Donc ils ont repris un peu les recettes. Ils ont repris ce thème à un moment, c'est vraiment sympa. Enfin, quand les hélicoptères décollent au lieu des grosses musiques, comme on peut voir dans les films de Michael Bay, c'est ce thème vraiment caractéristique. Sachant que Predator 1 était aussi joué avec Schwarzenegger. Oui, mais pas celui-là. Non, le premier. Oui, mais Ouais. celui-là... Ah oui, tu veux dire en lien avec, ouais, avec Terminator. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est bon. Donc passons au dernier À film. la suite. Alors le dernier film, donc du coup, qui est sorti cette semaine, et qui est une comédie française cette fois, donc pas du tout un film à gros budget, qui a été réalisé à Pierre Salvadoris et en liberté. Mhm. Donc en liberté, pour actrice principale Adèle Haenel, qui est une actrice phare en ce moment en France. Elle a joué récemment dans un film des frères Dardenne, La fille inconnue. Et elle a surtout été acclamée dans le film Les Combattants en 2014. Je crois qu'il a reçu un César du meilleur film. Donc ici, l'histoire est celle d'Yvonne. Donc Yvonne, qui est jouée par Adèle Haenel ici, a perdu son mari il y a 2 ans. Son mari policier, du coup Yvonne est également policière. Quand elle découvre, donc à ce moment-là, au début du film, que son mari était en fait un ripou, un flic ripou, et qu'il a notamment emprisonné un innocent, Antoine, qui sort justement de prison au moment du film. Mhm. Et donc on suit ainsi les aventures de ces 2 personnages, donc qui veulent chacun, qui essayent un peu de comprendre leur vie. Elle, après la découverte que son mari était un ripou, alors qu'il pensait que c'était un génie de la police, et Antoine, qui sort de prison après 2 ans, alors qu'il était innocent, qui se demande ce qu'il peut bien faire de sa vie. Donc la comédie est vraiment divertissante, on peut pas s'ennuyer pendant le film. Le rythme est extrêmement soutenu, on reprend rarement son souffle devant l'enchaînement des situations de folie extrême, où le film emmène tous ses personnages. Dans le film, on vole des voitures, on brûle des maisons, on braque des bijouteries, on mange des oreilles également, on s'embrasse, on saute des falaises. Bref, il y a beaucoup d'aventures, et chaque personnage cherche sa propre raison d'être dans ce film de fou. Et tout cela explose dans un feu d'artifice et ravit nos yeux de spectateurs. Donc le film fait penser à pas mal à une comédie, enfin il m'a fait pas mal penser à une comédie qui est sortie également cet été, qui s'appelle Paul Sanchez est revenu, qui était une comédie avec Laurent Lafitte, et qui traitait pareil d'un événement qui avait lieu dans un village. On avait revu un ancien meurtrier, et ça rendait fou tout le village, et les policiers surtout, incarnés par une jeune policière qui devenait complètement folle au fur et à mesure du film. Et donc ici c'est un peu la même chose. Donc on a une enquête qui semble rendre tout le monde fou. Et cet aspect scénaristique il me semble de plus en plus fréquent actuellement. Il m'a fait également penser au film Under the Silver Lake de Robert David Mitchell, là, qui est sorti il y a 1 mois, je crois, à peu près, et qui traitait pareil d'un jeune gars perdu qui cherche un peu sa raison d'être dans Hollywood, et qui va donc se laisser mener dans une enquête à travers un tas de personnages complètement fous dans Los Angeles. Et donc ici, donc cet aspect scénaristique en fait consiste au personnage à se comporter de façon irrationnelle pour mener son enquête,
du coup à travers un monde assez mystérieux, mais enfin fou encore, c'est le mot, hein, fou. Donc un monde fou, mais aussi une enquête spirituelle, donc c'est une enquête personnelle également. Et cela donne bien sûr du coup lieu à des situations comiques, puisque le personnage se lâche complètement dans l'irrationalité, mais aussi à des accès d'aventure, de courage, et même souvent un grand accomplissement moral pour le personnage ou pour ses compagnons en général. Et donc c'est exactement ce qu'on cherche en tant que spectateur dans ce genre de film. Donc c'est plutôt une bonne chose en ce moment qu'il y ait des films comme ça qui sortent. Ces deux films là d'ailleurs, Paul Sanchez est revenu et Under the Silver Lake sont des très bons films dans ce registre également. Donc on conseille donc ce film qui est ultra dynamique, et d'ailleurs, enfin, j'en parlerai pas là du Grand Bain, mais on a préféré aller voir donc cette comédie remplie de personnages jeunes et hyperactifs plutôt que des vieux qui semblaient vraiment dépressifs. Bon, je dis pas que Le Grand Bain c'est un mauvais film, enfin qu'il est moins réussi, mais on a préféré voir ce film vraiment dynamique, voilà, c'est le mot de ce film. Et comique également. Ok, donc merci beaucoup Jean pour cette chronique qui fut pleine de découvertes et qui, je pense, donnera envie à nos auditeurs d'aller au cinéma dès que possible. Ouais. Merci encore et à la prochaine.